Andrei Medvedev, parfait homonyme d'ailleurs d'un joueur de tennis ukrainien, sauf que lui, il est bel et bien russe. Andrei Medvedev, c'est cet homme, vous le voyez, c'est un ancien commandant du groupe Wagner. Son histoire, elle est rocambolesque parce que en janvier dernier, il s'enfuit de Russie, en tout cas d'Ukraine où il était sur le terrain, et il entre illégalement en Norvège pour y trouver l'asile. Il dénonce à ce moment-là les atrocités commises par Wagner notamment, et il demande pardon. Écoutez. Beaucoup me considèrent comme un scélérat, un criminel, un meurtrier. Tout d'abord, à plusieurs reprises, et encore, je voudrais m'excuser. Et même si je ne sais pas comment cela sera reçu, je veux dire que je suis désolé. Je veux expliquer que je ne suis pas cette personne. Oui, j'ai servi dans le groupe Wagner. Il y a eu des moments que les gens n'ont pas aimés. Je les ai rejoints, c'est vrai, mais personne ne naît intelligent. Sauf qu'il fait part, quelques mois plus tard, de son envie de retourner en Russie. C'est étonnant. Et d'ailleurs, il a été arrêté hier par la Norvège en tentant de franchir illégalement la frontière. Alors, avant de discuter de la potentielle repentance de cet homme, ça va être un grand sujet pour vous, Aline Lebey-Kremer. D'abord, quand même, Claude Blanche-Maison, la volonté de retourner en Russie, alors que justement, il pourrait techniquement, soit rendre des comptes devant un tribunal militaire, peut-être, j'imagine, soit être tout simplement exécuté. Une décision étonnante, quand même. Oui, il me paraît très curieux, ce monsieur Medvedev. Je dois dire qu'il est allé en Norvège. S'il était venu en France, je pense qu'on l'aurait passé au crible pendant pas mal de temps pour voir ce qu'il avait à raconter. Comme exactement. Ça a été le cas pour Pavel Filatiev, qui cherchait... Oui, exactement. Alors en plus qu'il veuille retourner en Russie, ça confirme le soupçon. Parce que, sauf s'il est totalement suicidaire, s'il veut retourner en Russie, c'est que c'est probablement un agent russe. Ou sinon, il est suicidaire. Et autant aller s'empaler voilà, à la première grille venue. Donc, c'est une démarche qui est tout à fait bizarre. Il faudrait voir un peu s'il a une famille en Russie, quels sont ses intérêts en Russie. Mais tout ça, j'imagine que les services norvégiens sont bien au courant. C'est pour ça qu'ils l'ont empêché de se suicider. Lucas Manget. Je rejoins monsieur l'ambassadeur sur cette question, c'est qu'il y a quand même d'abord un certain nombre d'opérations dont on entend moins parler. Les services russes continuent à essayer de faire passer énormément de monde, notamment dans les pays baltes et dans les pays scandinaves. Il y a plusieurs cas au sein d'organisations de droits de l'homme, de fédérations de journalistes en exil, d'un certain nombre de lieux où soit des Russes exilés, soit des Ukrainiens qui sont en train d'essayer de travailler à la suite dans les pays baltes et dans les pays scandinaves, enfin toute cette zone que la Russie connaît bien et aime beaucoup, de gens qui ont été infiltrés, certains ont été découverts, d'autres n'ont pas été découverts. Enfin, les services russes ont une immense capacité à faire ça. C'est pas parce que c'est la guerre qu'ils ont tout perdu et qu'ils ont perdu notamment leur grande capacité d'espionnage. Donc forcément, ça jette effectivement un doute très très important sur ce monsieur Medvedev. Et comme vous le disiez, enfin, soit il a raconté son passage de la frontière de manière tout à fait rocambolesque, en traversant une rivière gelée. Enfin, c'est pas une frontière non plus extrêmement simple à passer, hein, la frontière entre la Russie et la Norvège. Donc la repasser dans l'autre sens, en espérant être accueilli à bras ouverts par des soldats russes qui gardent la frontière, c'est soit il a un deal effectivement avec la Russie, soit il y en a pas. D'autant que, regardez ce qu'il dit. S'il me tue, d'accord. S'il ne me tue pas, alors merci. Bon, il a l'air assez zen. S'il me laisse vivre, merci encore plus. Il a l'air d'être soit extrêmement serein, soit effectivement très sûr de lui pour des raisons qu'on ignore. Il y a aussi un aspect qu'il y a à voir, c'est qu'il venait pour témoigner contre Wagner, donc contre Prigojine. Tout à fait. Donc il aurait pu espérer une protection en tant que témoin, entre guillemets, repenti. Dans la mesure où Prigojine est disparu et Wagner va disparaître, il n'a plus d'intérêt au niveau justice internationale. Donc là, il est passé d'un statut de repenti, utilisable pour les intérêts occidentaux, à un statut de criminel de guerre. Ce qui peut expliquer le fait qu'ils veulent quitter la Suède, quitter l'Europe pour repartir en Russie. Mais après, comme vous l'avez dit, s'il repart là-bas, ça va être très compliqué pour lui. Est-ce qu'il craint peut-être, Aline Lebey-Kremer, d'être extradé vers l'Ukraine justement pour répondre des crimes de Wagner, avant d'aller sur cette question de repentance, je précise? C'est ce qu'il a dit, par ailleurs, mais il a dit beaucoup de choses contradictoires, ce monsieur. Quand on a suivi ses interviews, il y a quelque chose qui, évidemment, très franchement, fait penser à l'infiltration d'un agent avec une histoire un peu trop rocambolesque, avec quelqu'un qui aurait dans son téléphone et en sa possession des vidéos de la fameuse exécution à la masse du fameux soldat ukrainien décapité. En fait, c'est un monsieur qui a été donc qui se prétend commandant
de Wagner, ça a été validé par Wagner notamment, donc ce qui le place dans une position de judiciable absolu. C'est pas parce que monsieur décide de s'excuser au passage d'une vidéo qui a pour fonction au passage aussi, si on écoute bien toute la séquence, de propager de la propagande russe, mais à fond les ballons. Et ce monsieur, c'est pas parce qu'on s'excuse quand on a été commandant, donc c'est-à-dire responsable absolu dans une unité de Wagner considérée comme terroriste. En fait, ça ne suffit pas. Et, il a essayé d'expliquer avec quelque chose de très 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 malsain que certaines vidéos étaient donc à la disposition des enquêteurs, de la justice, etc. Est-ce qu'il les a donnés? A priori non. Donc il y a quelque chose de très tordu de façon absolue. Et la question, et là on est vraiment sur quelque chose de très 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 très... C'est de l'huile essentielle de ce régime. On a quelqu'un qui nous explique, je vais peut-être donner les vidéos de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Je sais pas, je change d'avis, parce qu'il avait annoncé en mai dernier d'ailleurs vouloir se rendre en Russie, puis après revenir sur ses déclarations. Juste avant qu'il se fasse arrêter, dernièrement, il avait quand même encore eu l'occasion de donner une interview à des journalistes. Enfin, on est dans quelque chose qui ne va pas. Ce monsieur doit être, au-delà de ses vidéos, lui-même sous le coup de la justice et des enquêtes, et peut-être voir d'être extradé en Ukraine, en effet. Donc, il y a quelque chose de complètement fumeux, de complètement étrange, et qui laisse à penser, et ce qui va aussi globalement sur la question de tous ces repentis, ça ne va pas. Parce que tous ces repentis, des anciens de Wagner, qui se répandent dans la presse, qui font des interviews en faisant les malins, et en expliquant qu'ils ont fait ceci, qu'ils cela, et qu'ils savent ci, et ça, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces gens-là doivent être normalement, dans un processus normal et sain, être surtout entendus, non pas par les médias, mais par la justice. Non pas forcément publier un livre tout de suite, mais peut-être aller voir d'abord des gens qui s'occupent de tous les crimes qui ont été commis en Ukraine. Et donc ce monsieur s'est placé tout de suite au cœur d'un dispositif avec beaucoup de rocambolesques en effet, mais un peu trop pour être honnête. Et d'une manière générale, c'est la question de tous ces gens qui passent les frontières pour demander l'asile politique. Historiquement, c'est quand même quelqu'un qui a surtout accepté d'aller tuer des Ukrainiens pour de l'argent. Donc voilà, donc on n'est pas très exactement sur des exercices littéraires et... Ouais. Il est vrai que quand il est arrivé en Norvège, il a dit « j'ai plein d'informations sur Wagner, mais je ne vais pas les livrer tout de suite ». Et puis, petit à petit, il a commencé à en donner, et voilà ce que ça donne. Je n'aime pas vraiment ce qu'il s'est passé là-bas, surtout depuis que des prisonniers ont intégré les unités militaires. Des choses étranges se sont produites, des meurtres dans les propres rangs de Wagner. Des ordres stupides donnés par notre commandement, nous jetant comme de la viande avec des mitrailleuses contre des chars. Lucas Manget, je me fais l'avocat du diable. Est-il possible que cet homme soit simplement quelqu'un d'extrêmement bien renseigné, qui a accumulé des preuves parce que peut-être qu'il est effectivement quelqu'un de prudent, et que maintenant il se sent justement un petit peu menacé, justement parce que l'extradition, parce que la justice norvégienne, et qu'il se dise, quitte à être prudent, autant que je retourne dans mon pays, parce que peut-être qu'avec le matériel dont je dispose, on me laissera quand même la vie sauve. Oui, il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur les deals qui ont été passés entre le pouvoir russe et les militaires russes et les renseignements russes et les anciens de Wagner. C'est-à-dire que depuis la mort de Prigojine, on sait que les services russes, et notamment le FSB, essayent de reprendre la main sur Wagner, en tout cas à la fois sur les forces de Wagner, en mercenaires, sur l'argent, le trésor de guerre de Prigojine en Afrique, avec énormément de diamants, d'or, de pétrole, enfin ça représentait beaucoup d'argent. Au sein, dans ces discussions, que l'on ne connaît pas, en tout cas que moi je ne connais absolument pas, il y a aussi des deals qui sont possibles sur les hommes, sur on a tel type qui était infiltré à tel endroit, est-ce que ce monsieur Medvedev était éventuellement quelqu'un qui était en Norvège tout en étant, je veux dire, toujours un peu au service de ses anciens chefs. Enfin, les histoires de manipulation, on les lit dans des très bons romans, mais elles existent dans la réalité. Et donc, je n'en sais rien si cet homme est un... Je veux dire, je ne peux absolument pas l'affirmer. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que c'est soit quelqu'un de très fragile. Il a d'ailleurs été arrêté
une fois notamment en état de très grande ébriété, deux fois, c'est ça, hein, une bagarre dans un bar. Une bagarre dans un bar. Bon, a priori, quand on est réfugié, qu'on vient de s'exiler, qu'on est dans un pays d'accueil, c'est pas le genre de choses où on essaie de pas trop se faire remarquer. Voilà, donc c'est quand même, soit c'est quelqu'un de très fragile, et peut-être qu'il l'est parce qu'il a vécu des horreurs et qu'il en a commis des horreurs, surtout dans ses combats en Ukraine. Soit il y a quelque chose effectivement qu'on apprendra peut-être plus tard, mais qui est de l'ordre d'une négociation. Effectivement, il a entre ses mains, dit-il, un certain nombre de vidéos qui sont des preuves d'un certain nombre d'exactions totalement hors cadre légal de la guerre qui l'aurait conduit comme commandant de Wagner en Ukraine. Ces choses-là relèvent de la justice et on sait que la justice internationale et la justice ukrainienne sont en train d'essayer d'aller extrêmement vite, et c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit une justice de guerre en cours, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que le conflit soit terminé pour essayer de trouver des preuves des acteurs. La justice ukrainienne cherche, on le sait, des preuves en permanence, donc il risque gros, effectivement, s'il était extradé en Ukraine. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'il y a derrière ce retour, s'il a lieu en Russie, une négociation qu'on ne connaît pas, ça paraît pas impossible quand même. Claude Blanche-Maison, qu'est-ce que la Norvège va faire de lui maintenant qu'il a été stoppé à la frontière? Ils vont le garder, ils vont justement l'extrader parce que ça n'a pas été demandé, en tout cas en l'état. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de lui à part le garder sous surveillance et demander effectivement à ce qu'une enquête soit menée? Bon, c'est un ancien mercenaire du groupe Wagner qui avait des responsabilités en tant que commandant, qui a fait défection en allant en Norvège. Par conséquent, logiquement, il est grillé en Russie, sauf si c'est un agent. Mais c'est un agent bien maladroit si c'est un agent, parce que avec toutes ces valses hésitations, effectivement, le premier soupçon qui vient, c'est que c'est un infiltré. Donc, je pense que la Norvège va d'abord continuer le questionnement, parce qu'il a sans doute pas mal de choses à révéler sur ses propres états d'âme, ses propres changements. Peut-être le faire aussi interroger par les services de l'OTAN, plus généralement. Peut-être par un procureur ukrainien, pourquoi pas, qui peut venir l'interroger sur place en Norvège, ça se fait. Et puis, peut-être aussi par des psychologues, parce qu'il a l'air de toute façon, quel que soit son statut, assez chargé psychologiquement. C'est une jolie manière de le dire. En fonction de tout ça, ils décideront ce qu'ils veulent en faire. Anine Weikremer, je sais déjà à peu près ce que vous allez me répondre, mais je vous pose quand même la question. Ça veut dire qu'un soldat de Wagner ou un soldat russe de manière générale, aujourd'hui, s'il va dans un autre pays en disant je suis extrêmement désolé, les choses ont dérapé, je n'aurais jamais dû, pas de pardon pour eux, juste on s'en tient au jugement qui devrait être le leur, c'est-à-dire par une autorité, soit la CPI, soit un tribunal ukrainien, soit on reste là-dessus. Pas de possibilité d'excuser, même quand même il n'aurait pas commis de crime, juste d'avoir appartenu à un moment à l'armée russe ou à Wagner, ça suffit à les envoyer directement au jugement sans pardon possible. Question pas facile. Hein. Si, en fait c'est très facile, parce que pour ce type d'individu, je crois que le pardon, ça va être très compliqué. En tout cas, ce sera probablement pas à cette génération, tant les crimes dont on parle sont absolument ignobles. On parle quand même, on est sur du crime contre l'humanité. Donc en fait, c'est la question, c'est quelqu'un qui décide de s'excuser, c'est une chose. Mais déjà, ça me fait passer sur la question du pardon. Il ne demande pas pardon. Déjà, quand on pardonne, la logique philosophique, en tout cas dans le judaïsme, c'est on demande à être pardonné. On ne se pardonne pas, voilà, on ne se pardonne pas déjà d'autorité. Donc c'est déjà pas ce qu'il fait. Bon, cette petite digression passée, c'est à la justice de décider si oui ou non il est coupable, en fait. Et c'est à la justice est un immense besoin pour l'Ukraine, pour la Russie également, au passage. C'est la question de l'impunité, c'est la question de crimes soviétiques qui n'ont jamais été condamnés, c'est la question des sources de pourquoi ils se comportent ainsi comme des criminels en borne organisée, comme étant encore une fois des crimes contre l'humanité sur le territoire, parce que cette question d'humanité, de violence, etc. n'a toujours pas été réglée en Russie. Donc c'est pas parce qu'il y a un petit monsieur qui, effectivement, quand on étudie la biographie, orphelin, avec un parcours chaotique d'expulsion pour violence des institutions éducatives. Donc voilà, on est sur
sur quelque chose de l'ordre de la caricature en fait du profilage qu'on peut coller aux gens qui sont recrutés par Wagner. Mais ça c'est pas le problème de la justice. La justice, elle doit savoir si oui ou non il a commis des crimes, et ça, ce n'est pas à lui de décider. Et c'est pour ça que je parlais d'huile essentielle russe, parce que c'est vraiment lui, il va décider de tout. S'il reste, s'il repart, si il s'excuse ou pas. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre. Voilà, je suis surpuissant, à l'image de la Russie en ce moment, et c'est moi qui vais vous dire si je dois être pardonné ou pas pardonné pour juste peut-être des viols collectifs, avoir décapité des prisonniers, des civils, avoir assassiné des enfants. Non, tous ces gens-là doivent se retrouver un jour dans un box d'accusés avec un dispositif d'état de droit et de justice internationale qui leur diront si peut-être ou pas la société est capable de leur pardonner. Ça, c'est une autre question, c'est plus philosophique et plus spirituel, mais en tout cas, de les excuser, certainement pas. 2 derniers mots là-dessus, messieurs. Juste dans le sens de ce que vous disiez, il faut rappeler que la guerre, elle est régie par des conventions. Je veux dire, les guerres, c'est pas... la guerre est une monstruosité, évidemment, mais il y a des lois. Le problème il y a des lois. Je veux dire, les pays démocratiques respectent un certain nombre de lois, c'est-à-dire que si un soldat de l'armée russe, prenez un général de l'armée russe débarqué à Paris cet après-midi en disant j'ai des tas de choses à vous raconter. Il serait évidemment interrogé par des services de renseignement, mais il y a un cadre légal qui s'applique à ça. Le problème des milices, qui étaient d'ailleurs, les Russes ne sont pas les seuls à les utiliser, les Américains ont utilisé énormément de milices en Irak, justement pour sortir du cadre judiciaire. C'est-à-dire qu'un soldat qui commet un certain nombre d'exactions, quand il est dans le cadre d'une armée régulière, d'abord il doit répondre à une chaîne de commandement et à la justice de son pays, puis à la justice internationale. Les soldats de Wagner ne sont pas des soldats, ce sont des mercenaires, ce sont des gens qui sont payés 4 fois la solde d'un soldat russe. Justement, ils ne rentrent pas dans ce cadre judiciaire international. D'où la difficulté aussi et la nécessité pour des procureurs internationaux, que ce soit la CPI, de réussir à qualifier ce qu'ils ont fait et quel est le donneur d'ordre. Puisque Wagner était dirigé par Prigojine, qui n'est pas un cadre, un gradé de l'armée russe. C'est un patron de boîte privée. Et c'est une milice. C'est comme des agents de sécurité. Cyril Desisies. 3 petites choses. Je pense qu'en fait, s'il avait juste quelques vidéos à vendre aux services suédois, ça faisait pas le poids, parce que ces vidéos-là, de toute façon, sont diffusées sur les réseaux sociaux. Donc c'est du renseignement électronique, c'est intercepté. Donc s'il avait que ça, c'était pas intéressant. On aurait été bien plus intéressé de récupérer un comptable de Wagner qui aurait pu donner des éléments sur les flux financiers. Là, ça aurait été vraiment quelque chose d'intéressant. Deuxième chose, ce que vous disiez tout à l'heure, la capacité des services russes à infiltrer les réfugiés. Ils ont perdu énormément d'agents, puisqu'il y a eu énormément de diplomates qui ont été renvoyés, d'espions qui ont été démasqués et renvoyés dans leur pays d'origine aussi. Mais ils sont tout à fait capables d'infiltrer des gens, mais sur un temps long. Qui fait ça passer pour un réfugié politique et qui simplement pour participer à des réunions, savoir qui fait quoi, qui dit quoi et ainsi de suite. Simplement faire du renseignement. Et la dernière chose, je répondrai sur ce qu'a dit madame, l'Ukraine a fait le choix de devenir un état de droit. On le voit dans la lutte anticorruption. Donc la justice doit passer, la justice passera. Ouais. C'est une certitude. Mais ça ne se fera pas, ça ne sera pas des exécutions dans un chemin de terre à l'ancienne, comme font les Russes. L'état de droit va s'installer en Ukraine. Ça, c'est une certitude. Aline Lebel-Kramer, 15 secondes, il faut vraiment qu'on avance. Je voulais juste rappeler à la base la matrice existentielle de ces, en particulier sur Wagner, mais c'est valable aussi pour les milices tchétchènes, c'est d'échapper justement à tout ce cadre légal. C'est la fonction essentielle d'exonérer le pouvoir central, le Kremlin, de toute responsabilité juridique. Donc de surtout pas tomber dans le piège, les pièges qui sont tendus à vouloir exonérer ce genre de type. C'est exactement leur fonction historique de exempter de toute responsabilité légale pour les crimes qu'ils ont commis en Syrie, en Afrique, en Tchétchénie. Ça, il n'existe pas, ce n'est pas nous, c'est pas nous. C'est Wagner, ce n'est pas nous, c'est Kadyrov. C'est exactement leur fonction depuis 20 ans. Donc absolument le piège à éviter de les exonérer de leur responsabilité en tant qu'individus.